À la page 23 du chapitre 33 de Minutes de cours, on va résoudre la situation 2 de la section 2.3 de Séguin. Situation qui s'intitule « Un proton et une particule alpha se repoussent », une situation qui concerne deux particules qui sont libres de se déplacer. À la situation précédente, on avait une charge, une sphère qui était fixe, puis une particule qui se déplaçait, mais maintenant les deux particules sont libres dans l'espace de se déplacer. Prenez connaissance exacte de la situation à la page 161 de Séguin. Après une première lecture, on réalise que les deux particules impliquées, on nous donne la nature de ces deux particules-là. On va avoir un proton, donc Q1, sa charge va être une plus 1 comme un proton, puis sa masse, ça va être la masse d'un proton. La deuxième particule, Q2, c'est une particule alpha, donc ça va être une charge de 2E, qui est la charge d'une particule alpha, et M2, ça va être 4 fois la masse d'un proton, se trouve être la masse d'une particule alpha. On nous mentionne immédiatement après que, initialement, elles sont au repos, donc vitesse initiale de la première particule est égale à la vitesse initiale de la deuxième particule est égale à 0. On nous donne une distance à ce moment-là, 8 nanomètres, donc fois 10 à la moins 9 mètres, et on nous demande quelle est la vitesse finale, en mètres par seconde, lorsqu'ils vont être à l'infini, ou du moins à une très grande distance l'une de l'autre. Illustration de la situation ici, j'ai probablement dessiné ma charge Q1 positive, ma charge Q2 proportionnellement un petit peu plus grosse, positive également, puis le distance initiale centre à centre. C'est évidemment des particules qui possèdent également une masse. On cherche la vitesse finale, fait que j'ai redessiné les particules, ces deux positives, ils vont se repousser, ils sont libres de se déplacer, donc ils vont se mettre à se déplacer. Donc j'ai dessiné ma particule ici. La longueur du vecteur vitesse, je ne suis pas encore prêt à le dessiner, mais on va en parler dans quelques secondes. L'autre particule va être rendue, elle, quelque part ici. Et encore une fois, je vais avoir un module de vitesse. Le gros bon sens nous dit que la plus légère va gagner plus de vitesse, donc j'aurais tendance à dessiner un vecteur vitesse plus grand ici qu'ici, conservation de la quantité de mouvement. Mais tout ça est encore à démontrer de façon claire et pure. Mon R final, évidemment, c'est quand ils sont à une grande distance l'une de l'autre. Problème donc où je cherche une vitesse, mais je ne peux pas passer par la cinématique, par le MRUA. Habituellement, vitesse implique MRUA, mais ce n'est pas un déplacement de type MRUA, parce que l'accélération que nos particules vont avoir varie au fur et à mesure qu'elles s'éloignent. La force électrique change, puis quand la force électrique change, l'accélération change, donc ce n'est pas un problème d'accélération constante. Si je n'ai pas d'accélération constante, je dois passer par l'énergie. Donc, moi, j'aime bien utiliser le principe de conservation de l'énergie forme delta. Donc, la variation d'énergie est égale au travail non conservatif. Évidemment, dans ce problème-là, je vais traîner un 0 du côté du travail non conservatif. Ma variation d'énergie, c'est la variation de toutes les formes d'énergie, cinétique, potentiel gravitationnel, potentiel d'un ressort et potentiel électrique. Évidemment, il y a une variation de vitesse, c'est clair, c'est ce qu'on cherche d'ailleurs. Donc, la formule de base pour la variation de vitesse, 0, 0 ici, ça va souvent être ça dans le chapitre, à part peut-être pour des problèmes très complexes. Et le delta UE, c'est le delta UE pour deux particules, donc dans le chapitre 33, je m'en vais chercher le delta UE calculé pour deux particules, donc c'est K, Q1, Q2, puis la soustraction de l'inverse des rayons est égale à 0. Donc c'est des formules tirées tout simplement du formulaire. Là, je vais commencer à l'appliquer. Ma vitesse initiale était 0, ça fait disparaître un paramètre. Mais j'ai deux particules. C'est ici la variation de l'énergie cinétique. Les deux particules ont des variations d'énergie cinétique. Donc, j'ai une demi M1 fois sa vitesse finale 1, puis j'ai une demi M2 fois sa vitesse finale 2. Tout ça au carré. Ben, pas tout ça, mais les vitesses étant au carré. La variation d'énergie électrique, elle implique déjà les deux particules, parce qu'il y a Q1 et Q2 dedans. Il y en a une que c'est E, il y en a une que c'est 2E, c'est plus E plus 2E, donc même si je ne traîne pas les plus, c'est pas très grave. J'ai 1 sur l'infini en position finale, puis j'ai 1 sur R initial est égal à 0. J'ai des termes qui commencent à disparaître. Évidemment, le 0, je n'ai pas besoin de le traîner. Le M1, c'est la masse d'un proton. Une demi, le M2, c'est 4 fois la masse d'un proton. Ça a été déterminé en haut. Le 0, pas besoin de traîner ça. Ici, j'ai K. E fois 2E, ça donne 2E au carré.
1 sur l'infini donne 0, moins 1 sur R initial. Je peux mettre dans les deux premiers termes le MP en évidence, puis même le 1/2 MP en évidence. Il me reste vitesse finale de 1 au carré, plus 4 fois vitesse finale de 2 au carré. Je peux regrouper mes termes ici. J'ai un moins qui s'en vient avant. J'ai le 2 de la parenthèse ici, le K, le E carré. Et il me reste à l'intérieur de la parenthèse 1 sur R initial. Et une dernière fois, je peux réécrire en envoyant ce terme-là de l'autre côté. Puis je vais pouvoir envoyer le 2 et le 1/2 et le MP de l'autre côté. Donc je commence par écrire mon terme de ce côté-ci. Donc du moins il est devenu positif de l'autre côté. Q, K, E, R initial. Il y avait le moins 2 qui est devenu un plus 2, mais je le multiplie aussi par le 1/2, ce qui fait le 4. Puis il y a le MP qui apparaît parce qu'il va venir diviser de ce côté-ci. De l'autre côté, ça veut dire qu'il me reste vitesse finale au carré plus 4 fois vitesse finale au carré. Je regarde qu'est-ce que je connais là-dedans. Ben, j'ai une équation à deux inconnus. Les trois petits points étant mes valeurs de constante là, qui sont longues à réécrire, puis que j'essaie de sauver, surtout que je faisais juste l'analyse de savoir qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je connais pas. Donc, bloqué ici, cela me prend un autre outil, un autre concept de physique pour m'amener une deuxième équation. Je peux toujours parler en cinématique. Donc, l'autre principe qui est appliqué dans ce genre de comportement-là, c'est en plus de la conservation de la quantité d'énergie, c'est la conservation de quantité de mouvement. Donc, on va appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement. Encore une fois, je vais préférer utiliser la forme delta. Donc, la variation de la quantité de mouvement de toutes les particules, donc la somme des variations de quantité de mouvement. Évidemment, ça s'analyse selon X, selon Y et même parfois selon Z en 3 dimensions. Donc, il faut que je dise dans quelle dimension je le fais. C'est une variation selon X, il n'y a pas eu de variation selon Y, ce qui m'oblige à rajouter quel est mon système de référence sur le dessin. Donc là, je vais l'analyser selon X. J'ai deux particules quand on dit la somme des variations, c'est-à-dire que je vais avoir une variation pour la première particule plus une variation pour la deuxième particule. Toutes ces formules-là, on peut les retrouver dans le formulaire du chapitre 33, là, à la deuxième page. La variation de la première particule, pas obligatoire de les écrire, mais je peux aller jusqu'à là, dire ben, la quantité de mouvement, on a vu ça en mécanique, c'est m fois v. P est égal à mv, mais delta P est égal à m fois delta v pour la première particule, pour la deuxième particule. Ce qui me permet d'écrire que c'est m1, vitesse finale, moins vitesse initiale pour la première particule. Tout ça analysé selon l'axe des X, c'est important, ça a des signes, ces valeurs-là, si on veut que ça arrive en bout de ligne. Et c'est M2, vitesse finale de 2, moins vitesse initiale de 2, tout ça selon X. Il y a des valeurs qui sont à 0 là-dedans, donc vitesse initiale est à 0. Ma vitesse finale de la première particule selon X, bien, évidemment, en premier, j'ai le M1 qui devient un MP, parce que ma masse de la première particule, c'était le proton. Et la masse de la première particule, ben, j'ai déjà déterminé que qu'elle allait aller vers l'arrière comme ça. Fait que selon X, c'est un moins vitesse finale 1. Quand je veux enlever selon X, il faut que je pense que cette valeur-là va être négative. Le M2, c'est un 4MP. J'ai le 0 pour la vitesse initiale 2. Puis j'ai la vitesse finale selon X. Ben, la vitesse finale selon X, la logique veut que cette particule-là soit en train de se déplacer vers là. Elle a été repoussée par l'autre. Donc, elle est positive par rapport à l'axe des X. C'est un plus vitesse finale 2 à cet endroit-là. Je retravaille l'équation. J'ai les MP qui peuvent se mettre en évidence. Vitesse finale de 1. J'ai le 4MP vitesse finale de 2. Je n'ai même pas besoin de les mettre en évidence. Je peux tout diviser. Étant donné que de l'autre côté, c'est 0. Je peux diviser par MP, puis ils vont tout simplement disparaître. Donc, je vais avoir moins vitesse finale 1 plus 4 vitesse finale 2 est égal à 0. Ça va être ma deuxième équation, si on veut. Je pourrais mettre, même je ne peux pas mettre de chiffre dedans. Là. Déjà, c'est mes deux inconnus, puis il n'y a rien d'autre que mes deux inconnus. Mais maintenant, j'ai deux équations à deux inconnus. C'est mathématiquement résolvable. Le travail du physicien est fait. Il a fourni une solution au mathématicien. Le mathématicien part de la deuxième, puis dit qu'il va isoler vitesse finale 2 dedans, donc ça donne 1 quart vitesse finale 1. Il va probablement amener cette équation-là dans la première, donc je réécris la première, vitesse finale 1 plus 4 fois vitesse finale 2. Donc, vitesse finale 2, je remplace par 1 quart vitesse finale 1. Tout ça est au carré. Et là, c'est des mathématiques. Le terme de l'autre côté est resté là. J'isole vitesse finale 1 dans ça, puis éventuellement, je vais pouvoir mettre mes valeurs. Et ça va me donner ma vitesse finale 1.
qui était ma valeur recherchée, mon point d'interrogation, donc ça me donne la vitesse de celle-ci. Et on voit que même si on ne nous demandait pas vitesse finale 2 puis que je ne le calcule pas, mais la vitesse finale 2 est 1/4 de la vitesse finale 1. Donc effectivement, le vecteur ici doit être plus petit que celui-ci. Elle va avoir gagné moins de vitesse étant plus pesante.